Elle est où, Juliette Alors je sais que la pause café, c'est toujours un moment particulièrement agréable de la journée, mais il faut maintenant regagner la grande salle de l'écrin, s'il vous plaît, pour la dernière séquence de la journée. Concours de pitch, suivi de la keynote avec Nicolas Isnard. Quoi ?
Mesdames, Messieurs, dernière ligne droite de notre université d'été du MEDEF, dernière séquence cet après-midi. Je voudrais, avant qu'on enchaîne avec la présentation du lauréat du concours de pitch, rappeler que cette journée a lieu et peut avoir lieu grâce au soutien d'un certain nombre de partenaires. Donc, je voudrais citer les principaux partenaires de cette université d'été. André Le Groupe, la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, JMJ Automobile, EDF, Phare Propreté, Excellence, Abélis et l'École des métiers Dijon Métropole. École des métiers Dijon Métropole, dont les élèves ont assuré tout à l'heure, et remarquablement, on l'a vu, le service du déjeuner. Et je voudrais également que l'on remercie ici et que l'on applaudisse chaleureusement les jeunes de l'EPID Velay qui ont assuré aujourd'hui l'accueil et le service. Ils sont en rouge au-dessus de la salle. Merci à eux et merci à tous les partenaires. Sylvie Guillonneau, bonjour, rebonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes la responsable Néo-Business à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Néo-Business, c'est l'accompagnement des startups et des entreprises innovantes. Et vous êtes ici cet après-midi, tu es ici cet après-midi avec la casquette de présidente du jury du concours de pitch qui a eu lieu ce matin même dans cette salle ici à 10h. En quoi consistait ce concours ? Donc avec grand plaisir, bonjour à tous. Donc le concours consistait à pitcher, puisque c'est un concours de pitch. Donc nous avons reçu des candidats papier qui ont été présélectionnés la semaine dernière, si je ne m'abuse, pour arriver aux finalistes ce jour, qui ont pitché 5 minutes chacun et répondu à des questions pendant 5 minutes. Le thème imposé, parce qu'il y avait un thème imposé pour leur pitch, c'était donc effondrement et émergence. Comment avez-vous traversé la crise et quelles solutions avez-vous déployées pendant la crise ? Voilà, sur le thème du rebond. Le jury s'est donc réuni dans la foulée des pitchs de ce matin. Le choix a dû être difficile. Très difficile. Ouais. Très difficile. Quels étaient les critères de sélection ? Alors, l'audace, l'innovation, la durabilité et les résultats constatés à date, puisque en cette période c'est un peu compliqué d'avoir des résultats sur du long terme, mais voilà les principaux critères. Jury dont on te rappellera qu'il était composé de 10 personnes, représentant nos partenaires et 5 étudiants ou jeunes créateurs d'entreprises. Voilà. Sylvie, tu vas nous annoncer dans un instant le nom du lauréat, mais voilà, vous avez eu tellement de mal à définir lequel était le meilleur que vous avez identifié un pitcher qui reçoit votre coup de cœur. On peut dire ça comme ça ? Nous allons faire durer un petit peu le suspense, effectivement, et comme un des thèmes principaux était l'audace, l'innovation, nous avons souhaité dédier un gros coup de cœur à Clément Leroy. Qui vient nous rejoindre sur scène avec son vélo. Et Clément Leroy va nous expliquer en 1 minute, c'est un extrait du pitch qu'il nous a livré ce matin, il va nous expliquer en 1 minute et de manière extrêmement visuelle, vous allez voir, que la crise, que toute crise, et que celle qu'on vient de traverser en particulier, est finalement une opportunité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci effectivement de m'accueillir ce soir pour cette magnifique université. Donc, je m'appelle Clément Leroy, je suis psychologue cogniticien et conférencier. Et en fait, quand j'entends effondrement et émergence, j'entends également un petit peu le mot crise, avec sa signification chinoise du danger et de l'opportunité. Et quand là, vous me voyez en équilibre sur mon vélo, je vis une certaine crise où effectivement l'équilibre est dynamique. Bien, quand vous gérez vos collaborateurs, vos équipes au quotidien, vous êtes sans cesse dans un équilibre dynamique, mouvant, et à vous de savoir sur quel levier jouer pour justement solidifier cet équilibre. Et en fait, par la prise de distance, en essayant de voir les choses autrement et en me décentrant, je me suis rendu compte qu'il était possible de faire autrement. Et en fait, dans le monde d'hier, on avait l'impression d'être dans un équilibre extrêmement solide, clair et durable. Et en fait, on a vu qu'on a pu être extrêmement chahuté. Et cette crise peut avoir énormément de vertus. C'est ce que je vais tenter de vous prouver dès maintenant. Est-ce que pour vous, là, je suis dans la position la plus stable et facile qui soit ? Bien, je vais tenter de vous démontrer le contraire. C'est parti ! C'est chaud. Impeccable. Wouhou.
Ça va beaucoup mieux, comme dans un siège. Eh bien, en fait, ce que j'ai pu découvrir en sortant de ma zone de confort, parfois j'ai posé le pied à terre, parfois j'ai chuté, eh bien, je me suis rendu compte qu'un autre équilibre était possible. Et je pense que justement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On vit une véritable transition et énormément de nouveaux projets sont en train d'émerger. Et notre but à tous, c'est que nos propres projets soient justement ceux du monde de demain, durable, pour dessiner un monde à l'image de ce que nous désirons. Et à ce sujet, j'aimerais citer Francis Blanche, qui disait « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. » Merci. Merci, bravo Clément, Clément Leroy. Alors si vous vous demandez effectivement, voilà, d'où vient cette histoire de vélo, etc., on va quand même préciser que Clément est champion du monde de l'équilibre statique à vélo et recordman du monde de l'équilibre statique, c'est-à-dire qu'il est resté juché sur ce vélo en position plus ou moins confortable pendant 24 heures non-stop. Voilà, donc encore un immense bravo. Sa société est installée à Sainte-Marie-sur-Ouche, dans la vallée de l'Ouche, à côté de Dijon. Il est conférencier, psychologue et voilà, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Sylvie, l'heure est venue d'annoncer le nom du lauréat du concours de pitch. Donc nous allons arrêter là le suspense. Donc le lauréat de cette promo 2021, Sébastien de Domaine du Goût. Sébastien Bricou, si tu peux nous rejoindre. Il a... Merci. Voilà, ça fait chaud au cœur. Hein. Ah oui? Alors tu viens avec un modèle réduit par rapport à ce matin. Non, tu vas nous faire dans un instant le pitch. De toute façon, tu vas nous le refaire complètement. Donc tout le monde va assister effectivement à ce qui te vaut ce prix. Sylvie, quelle est la récompense pour Sébastien en l'occurrence? Le privilège de pitcher en direct devant les participants de l'université d'été, un accompagnement par la BSB et une adhésion MEDEF. Je suis très honoré, merci beaucoup et puis merci au jury. Voilà. À toi, Sébastien. On te laisse 5 minutes pour le pitch qui t'a valu cette récompense. Et on se retrouve pour notre part juste après. Et donc rebonjour à toutes et à tous. Encore merci beaucoup pour me donner l'opportunité de repitcher ce soir. Donc moi je suis Sébastien Bricou, le fondateur de Domaine du Goût, une start-up que j'ai lancée maintenant il y a un petit peu plus de 3 ans. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui nous connaissent avec cet ovni, qui est en fait un calendrier de l'Avent avec à l'intérieur 24 échantillons de vin. Et c'est un calendrier de l'Avent pour les grands enfants. C'est un produit qui marche très très bien depuis la première année. On double les ventes tous les ans. Et là, pour la petite histoire, on l'a mis en vente depuis début août. J'en ai déjà vendu hier soir plus qu'à fin octobre l'année dernière. Donc ça pulse. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ce produit, c'est que c'est un formidable outil de communication et c'est très facile à communiquer. Alors, certainement pas aussi bien que Justine, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est facile. Et donc cette année, on a voulu aller encore plus loin, plus haut, et on a créé le petit frère ou la grande sœur, qui a un calendrier XXL avec à l'intérieur 24 vraies bouteilles de 75 centilitres. Et ça, c'est déjà en vente et ça marchera très bien pour de l'événementiel notamment. Alors, si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour vous parler des calendriers de l'Avent, mais plus pour vous partager l'expérience du Covid. Alors, pour beaucoup d'entre vous, le Covid, ça a été un synonyme d'arrêt partiel ou total de l'activité. Et c'était difficile. Pour nous, ça a été tout l'inverse. Dès que le Covid s'est installé et qu'on a été tous en télétravail, on a démultiplié les innovations. On a lancé quasiment 7 innovations en moins de 2 mois. Et puis surtout, le Covid, pour beaucoup d'entre vous, ça a été la mise en place automatique du télétravail. Il y a eu beaucoup de managers, de DRH, de commerciaux, de DG qui ne pouvaient plus voir leurs équipes, qui ne pouvaient plus se déplacer, qui ne pouvaient plus aller voir leurs clients ou leurs prospects. Et en fait, nous, quand on a vu ça, on a essayé d'imaginer très très vite des solutions et on a imaginé des dégustations de vin en ligne. Alors concrètement, comment ça se passe? On a des clients, donc des entreprises qui vont nous passer commande pour 15, 20, parfois 250 participants.
On envoie à l'adresse de chacun des participants un coffret dégustation avec du vin à l'intérieur. Et ensuite, à peu près pendant 1 heure, avec un sommelier, on va faire la dégustation en ligne. Alors c'est un service qu'on a imaginé complètement de zéro. On n'a pas du tout dupliqué une dégustation en présentiel qu'on peut faire dans un restaurant ou dans un salon en digital. On a vraiment pris le service complètement à l'envers. Et au fur et à mesure des dégustations, on a amélioré le service. Petit à petit, on a apporté des accords vin fromage. Ensuite, on s'est diversifié sur le champagne. Ensuite, on a fait champagne macaron. Ensuite, on a fait les spiritueux. Dans quelques semaines, on va lancer également des vins sans alcool pour le Moyen-Orient. Parce que ce qui est également très intéressant, c'est qu'on a une énorme partie de l'activité sur ces dégustations en ligne qui se font à l'international. On a à peu près plus de 60% de dégustations qui se font à l'international sur des marchés anglo-saxons, espagnols ou italiens. Et du coup, forcément, on a dû tout dupliquer dans ces langues-là, et également trouver des sommeliers italiens et espagnols et forcément anglais. Donc c'est une activité qui a surperformé l'année dernière. Faut savoir qu'à partir du mois de septembre, quasiment la moitié de l'équipe travaille à temps plein sur cette nouvelle activité, qui était toute nouvelle pour nous. Je ne vais pas me plaindre, on a quasiment travaillé tout le week-end de octobre jusqu'au 20 décembre pour assurer les demandes qui étaient croissantes toutes les semaines. Et donc, sur l'année 2020, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires avec plus de 40% sur ces dégustations en ligne. Et ça a vraiment été un challenge de toujours se surpasser, de toujours essayer de bouger les limites. Et du coup, au-delà de l'internationalisation qui a été beaucoup plus rapide que moi je ne pouvais imaginer pour Domaine du Goût, ce qui a également été très intéressant, c'est qu'on a complètement créé l'activité en B2B. Avant, on s'adressait qu'à des particuliers pour vendre des calendriers de l'Avent ou des coffrets dégustation. Donc maintenant, c'est complètement différent. L'international a également été passionnant parce que on s'est positionné sur des très grands groupes internationaux. Pour ne pas les citer, il y a IBM, il y a Oracle, il y a Finastra, il y a Snowflake. Donc on marche très très bien dans tout ce qui est la tech. Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'en fait, ces clients sont très fidèles. C'est-à-dire qu'en général, ils nous prennent une dégustation pour tester. Je vais prendre le cas d'Oracle, par exemple, et ensuite, ils vont démultiplier dans leurs différentes filiales. C'est pour ça qu'on a notamment encore beaucoup de dégustations à venir sur les semaines et les mois à venir jusqu'à Noël. Et ensuite, dans toute cette nouvelle activité, au-delà de l'évolution du chiffre d'affaires, ce qui est également très intéressant, et ça j'y tiens moi particulièrement, c'est de faire en sorte que, notamment sur le marché international, on va défendre le Made in France. Alors, en l'occurrence, pas sur le calendrier de l'Avent, parce qu'on a des vins de toute la France, mais sur les dégustations en ligne, ce ne sont que des premiers crus et des grands crus de Bourgogne. Tous nos packaging, toute la confection est faite dans la mesure du possible en Bourgogne, ou en tout cas en France. Et en fait, ce qu'on veut également pour ces clients étrangers, et c'est sans doute pour ça qu'ils viennent nous voir et qui sont prêts à payer des prestations relativement chères, parce qu'on est entre 100, parfois 250 € par participant pour la soirée. Ils viennent acheter une expérience du Made in France. Quoi de plus plaisant quand il y a un Texan ou un Japonais qui, sur une visio en ligne, vient associer un grand cru de Bourgogne avec un fromage de France ou un champagne avec un macaron. Donc c'est un véritable plaisir. Et puis les deux derniers chiffres qui pour moi sont importants. Le premier, c'est en fait maintenant on a une équipe de 8 personnes. Donc j'étais seul il y a 3 ans, aujourd'hui on est 8 et on va continuer à croître. Et puis l'objectif pour 2021, on est très très bien parti, c'est de continuer cette croissance et de doubler l'activité sur 2021, mais on est plutôt bien parti. Et donc voilà, un grand merci. Et puis je suis très heureux d'avoir remporté ce pitch, même si j'ai vu qu'il y avait, j'ai pas eu tous les pitchs ce matin, mais il y avait d'autres projets qui étaient passionnants. Donc bravo à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Merci et bravo pour ce prix. David vient personnellement je viens de féliciter, mais féliciter. on se connaît bien, nous. Je voulais juste féliciter Sébastien, que je connais depuis 3 ans maintenant, puisque pour la petite histoire au MEDEF, je crois qu'on était l'un des premiers à prendre le calendrier de l'Avent. Je l'avais offert à tous les administrateurs, il me semble, du MEDEF, donc c'était pas mal. J'ai vraiment cru dans le système, et puis je savais que tu allais avoir plein d'idées et continuer. Donc doubler comme ça tout le temps, c'est formidable. Donc dans la thématique, il y a effondrement moi avec mes activités, émergence avec toi, donc c'est formidable. C'est comme ça, c'était bien fait. Donc en tout cas, continue bien, et puis on est ravis de t'offrir du coup le fait d'être adhérent au MEDEF et tous les services qu'on va pouvoir t'apporter, en espérant que du coup tu vas y trouver ce qu'il faut pendant toute l'année qui arrive pour que tu doubles, et peut-être mieux, pourquoi pas. Voilà. Merci et bravo.
Nous l'avons vu poser ses valises tout près de Dijon en 2008, après un parcours riche d'expériences variées dans de belles cuisines de toute la France. À Prenois, il se lance donc avec son compère David Lecomte dans la belle aventure de l'Auberge de la Charme, une aventure rapidement étoilée. Depuis, il y a eu un bistrot sur les Halles, un traiteur qui cartonne, des expériences assez extraordinaires à l'international, et puis 2 food trucks, et puis aussi beaucoup d'interrogations, de doutes, de remises en question, car il est comme ça, Nicolas Isnard, il se pose toujours beaucoup de questions. Sauf que maintenant, les questions, c'est à lui d'y répondre. Nicolas Isnard, je voudrais que tu me rejoignes sur scène. Nicolas, mars 2020, c'est quand même un sacré souvenir. C'est l'effondrement, pour le coup, c'est le mot de la journée. Brutal, soudain, voilà, du jour au lendemain. Le thème est bien choisi, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comment tu as réagi et comment ça s'est passé dans les jours et les semaines qui ont suivi? Alors nous on avait vraiment deux façons de voir les choses. Moi, mon dernier voyage en Asie était en novembre 2019. Et puis... je rentre de ce voyage-là, j'étais à Chiang Mai, puisqu'on avait un restaurant là-bas depuis 3 ans. Puis je dis à Dave, écoute, je pense que 2020, ça va être vraiment compliqué, parce qu'à l'époque, on t'explique ici que tu as un Chinois qui a mangé un pangolin. Là-bas, ils sont déjà en train de fermer les aéroports et ils interdisent aux Chinois de venir. Donc tu dis, bon, ça va être compliqué. Mais on ne savait pas trop comment. Et puis après, 3-4 jours avant, tu vois l'Espagne qui ferme, en tout cas pour les restaurants. L'Italie, la Belgique, j'ai dit, bon, Tchernobyl 2 fois, ça va pas le faire, c'est sûr, on y va. Donc on avait déjà nous préparé 3-4 jours avant la fermeture. Donc on l'avait appréhendé, 15 premiers jours un peu, où tu sais pas quoi faire, quoi. Tu fais rien. Je crois qu'on s'était eu à ce moment-là. Ouais, c'est un espèce d'état de sidération, quoi. Avec un an de recul, je dis merci parce que ça nous a permis de réfléchir, de prendre un petit peu le temps, malgré que certains pensent qu'on ne le prend pas et que cette période-là nous a permis vraiment de nous poser et de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait demain? Donc nous, on a vraiment recommencé un peu à charbonner à partir d'avril, donc un mois avant le début du déconfinement. Je dis, bon là, il faut quand même qu'on se bouge. Et puis, bon, l'histoire, je la raconte et raconte, mais moi, j'ai fait le confinement à Prenois, et puis tu avais le pizzaiolo qui venait tous les mardis soirs, qui faisait ses 100 pizzas, parce qu'il y avait que ça à manger, de toute façon. Tu avais la boulangère le matin qui venait, et puis lui le mardi. J'appelle Dave, j'ai fait, oh, le mec, il fait 100 pizzas tous les mardis, à 10 € la pizza, on est bon, tu fais 1005 x 8, 12 000 en 2 mois. C'est qui le meilleur cuisinier du village? C'est lui ou c'est nous, quoi? C'est lui. Si tu as l'humilité de comprendre que c'est lui, tu dis ok. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, les camions, on peut bosser. Une certitude, c'était que plus jamais on nous empêcherait de travailler. Ça, c'était une conviction personnelle de dire, ouais, intellectuellement, c'était pas possible de rester sans rien faire parce qu'on est un peu des hyperactifs, surtout moi. Et puis, donc je dis, qu'est-ce qu'on fait? David, il me dit, ouais, les camions, c'est une bonne idée et tout. Puis après, on réfléchit. Je dis, moi, j'ai pas envie de cuisiner dedans. Je veux que ce soit quelque chose où ça se fasse plus en mode boutique. Donc, on le réfléchit. Et puis, on le fait construire, en fait. Donc, on lance le premier. Il arrive au mois de septembre. Entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de packaging. On n'a pas de click and collect. Donc, nous, vraiment, ça s'est arrêté net. L'événementiel s'arrête complètement, sachant qu'on a le traiteur depuis 2010, essentiellement basé sur l'événementiel. Les 2 restaurants qui ferment. Tu dis, bon... moi, tous mes contrats en Asie s'arrêtent, donc il faut savoir que j'ouvrais 5 restaurants, un au Moyen-Orient à Abu Dhabi et un en Chine, à Shanghai, 2 à Chiang Mai en Thaïlande. Donc j'avais arrêté l'hôtel où on était puis pour partir sur 2 autres projets, et puis au Vietnam. Tout s'arrête, et tu dis, bon ok, les camions, ça c'est bien, et puis du coup on a fait tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire, donc on a logoté nos camions. Pour le coup, on s'est remis en place, on a fait du packaging, donc on a réfléchi pour faire des brunchs à emporter. Donc nous, on n'a rien fait pendant 2 mois, vraiment. On n'a pas fait de cuisine pendant 2 mois, on n'a pas servi nos clients pendant 2 mois. Mais vous avez pris le temps de réfléchir et de préparer la suite. Voilà, donc à partir du mois de juin, on avait mis en place des bourriches d'huîtres. Donc j'appelais mon ostréiculteur, je dis, où est-ce que tu prends les huîtres? Où est-ce que tu prends les bourriches? Il me donne le nom de son fournisseur, on communique, il m'envoie les bourriches, je dis, ouais, mets-moi le logo dessus. Enfin, ça a mis du temps, tout ça, pour se mettre en place. Et puis, on avait la conviction qu'on allait refermer. Ça, c'était la stratégie d'entreprise, et d'être sûr
on en parle tous les deux, puis on dit bon, c'est pas possible, de toute façon, un vaccin en 6 mois, il sortira pas. L'hiver, on va y retourner. Ça, c'était des convictions perso. Après, t'y crois pas. Qui se sont avérées exactes. Nous, en plus de le penser, on a dit il faut qu'on ait les actions qui soient en phase avec ce qu'on pense. Donc le premier camion est arrivé au mois de septembre. Donc là, pour le coup, au mois d'octobre, en fait, on a fonctionné à l'inverse de pas mal de restaurateurs qui ont démarré tout de suite la vente à emporter. Moi, je dis, je peux rien faire, apprenons à ta personne qui va venir. Enfin, t'es là, tu te dis, mais attends, mais même si t'es préparé, tu te dis, bon, rien. Et donc, du coup, le premier camion arrive, deuxième confinement, on l'a mis sur la route, et il a tout de suite bien marché. On a démarré le deuxième qui arrivait aussi, et puis entre-temps, il y avait des discussions sur le golf depuis quelques années, où moi je disais, bon, j'ai pas le temps de m'en occuper parce que je suis tout le temps moitié en Asie, moitié en France. Puis là, pour le coup, j'ai beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'on voit un peu plus dans le quartier. Le golf, donc, c'est le restaurant du golfe de Norge, c'est ça. que vous avez donc repris. On a repris là au mois de juin. Voilà, en juin. Alors effectivement, ça change. Enfin, c'est plus un restaurant, c'est pas à emporter, c'est du camion. Enfin, la forme change. Mais j'ai envie de dire que le fond, lui, reste le même. C'est l'amour de la bonne cuisine, des bons produits, et puis c'est l'amour du voyage aussi quelque part, même si c'est plus possible de voyager d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on arrive encore à voyager tout en restant ici et en partant du principe que le camion n'est pas tout à fait un voyage. Ça, du coup, ça c'est 2021. Ouais. 2021. Ça fait maintenant, donc dernier voyage, je suis rentré donc au mois de novembre, moi je dis ça à David. J'ai fait vite fait un aller-retour sur Chiang Mai parce qu'on avait un projet perso là-bas, donc j'avais été visiter un terrain. Depuis janvier, j'ai pas voyagé, donc je suis un peu en manque de sucre. Je me dis bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de clients qui n'ont pas voyagé non plus, enfin la plupart on voyage plus trop, on fait des petits, on reste en France quoi. Donc là l'idée, on s'est posé la question de rouvrir la Charme ou pas, clairement. Là, oui, le restaurant de Prenois. C'était une vraie question de dire bon, ok, maintenant on sait qu'on a pu dupliquer la cuisine du bistrot des Halles sur le bistrot de Norge, donc ça c'est en place. On a vraiment changé tous nos paradigmes pendant cette année. Tout l'été, j'ouvre pas. Ouais. Et puis j'ouvre à moitié, parce que je me souviens qu'il y avait une période. Bon, allez, on ouvre le week-end, ou ça, vendredi, samedi. Vous êtes cherché à un moment, quoi. Enfin voilà. Disons que l'année dernière, donc t'es fermé pendant 2 mois. Tu as tout le mois de juin où tu mets tout le packaging en place, le click and collect, etc. Puis bon, on a une grosse activité traiteur où on bosse du mercredi au dimanche sur la Charme. Et puis souvent les week-ends, quand tu as 2-3 mariages, à un moment donné tu fermes et puis tu mets tes cadres un peu sur les mariages pour que ce soit carré sur les prestats. Et puis t'avais le fait que tu n'as pas revu tes amis, tu n'as pas revu ta famille. Donc on s'était dit, nous on a 3 salles, 3 serveurs qui peuvent s'occuper, un serveur par salle. Et on faisait des tables collectives de 6, 8 ou 10 personnes. Donc on a fonctionné sur ce format-là sur tout l'été 2020, ce qui nous a permis, encore une fois, de prendre du temps, de réfléchir sur ce qu'on voulait faire. Puis après, quand on te dit, bon, on ferme, ça, on s'y attendait. On ne le savait pas, mais on s'y attendait. Fermer 7 mois, ça, on s'y attendait beaucoup moins. Donc on a rouvert le golf, et puis au bout de 7 mois, ton staff, t'en as la moitié qui est partie, il faut recruter. Donc j'étais en recrutement depuis le mois de mars. Comme tout le monde, pas simple. Et puis au final, on arrive sur une période où on va avoir une belle équipe. J'ai mon chef de Thaïlande, pour le coup, qui arrive. Ça me... voilà, c'est un pote. Donc... Ça, c'est le voyage qui revient. Donc le chef de Thaïlande, il vient, à défaut de pouvoir de pouvoir retourner là-bas. C'est lui qui vient, et du coup, qui va influencer votre cuisine ici, qui va vous amener à imaginer autre chose. Disons, il va créer un peu avec moi, parce que nous, on est vraiment un binôme où... moi, je m'occupe plutôt de la partie création et puis les cartes des restaurants. David gère la partie logistique. Tu vois, tu le mets sur une pièce comme ça, il te dit moi, j'ai besoin de temps d'ampères, enfin, c'est une machine. Et puis entre les deux, tu as besoin d'être épaulé. Donc en productivité, on a les équipes qu'il faut. Et puis après, en création, moi, ça me permet un peu de pouvoir échanger à plusieurs, toujours si je suis tout seul, quoi. C'est intéressant quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé des rencontres. Finalement, la crise, on l'a vu tout à l'heure avec Clément, c'est aussi une opportunité, et puis c'est parfois, ça génère parfois des rencontres ou des choses un peu inattendues. Et à travers cette crise, finalement, vous avez rencontré des gens extraordinaires. Ce chef thaïlandais qui est venu, et puis tu m'as parlé de ce chef syrien, ce libanais, qui sont venus à Dijon, que vous avez recrutés, qui sont maintenant installés ici. C'est incroyable cette histoire. On fait les brunchs des Halles sous les Halles de Dijon, dans le cadre de Refugee Food Festival. Et le thème, c'était la Syrie, donc on fait un thème syrien, sachant que notre chef du bistrot, qui est là depuis 2013,
et syriens. Donc il nous donne un réfugié politique syrien qui cuisine avec nous. Et puis en fait, je pense que certains ont dû goûter peut-être les falafels ou les kébés sur le camion aujourd'hui. Je mange un kébé, je dis, c'est une tuerie. Je mange un falafel, et puis je vois mon chef, je dis, écoute, il parle pas du tout français, il parle que syrien. Donc je dis, écoute, demande-lui s'il cherche du travail et s'il a envie de bosser avec nous. Donc du coup, on l'a embauché depuis début août. Donc on s'est mis en place gentiment, on lui laisse faire toutes ses spécialités qu'on met sur les camions et puis qu'on propose en mezzé libanais sur le golfe de Norge et sur le bistrot des Halles. Et puis là, du coup, on monte une marque libanaise qu'on va diffuser sur Dijon via les plateformes de livraison, qui va s'appeler Falafood, donc qui va démarrer début octobre. Voilà. Alors on reprend les choses dans l'ordre. L'Auberge de la Charme, elle rouvre, ça y est, Ouais. le 1er octobre. Donc elle rouvre façon restaurant comme avant, finalement, ou alors quel concept finalement? Sur quel concept vous vous êtes arrêté? Alors déjà, on a pris la décision de fermer lundi, mardi, mercredi, en plus du dimanche soir, pour pouvoir avoir du temps, pour se dire on prend nos rendez-vous début de semaine, puis on est vraiment focus sur le restaurant sur la fin de semaine. Et puis le fait de ne pas voyager, le fait que nos clients ne voyagent pas, on avait déjà une cuisine plus ou moins de voyage, mais là vraiment on l'acte en disant le début de l'histoire il va se passer en Provence, puisque David et moi on est originaire de là-bas. On va finir en Bourgogne sur des mignardises au cassis, et entre l'amuse-bouche et les mignardises, on va vous amener à Marrakech, en Espagne, à Bangkok, à Saïgon, à Macao, voilà. On va vous faire voyager, quoi. Avec ce principe du menu unique Encore en réflexion, à la on est guise du toujours- chef. On est toujours un peu border, donc je ne sais pas si on va le faire sous forme de passeport, de carte d'embarquement, ou bien D'accord. d'une lettre avec un timbre, tu vois, Ouais. on ne sait pas encore, mais voilà. En tout cas, le projet, c'est de se dire, voilà, les amuse-bouches, c'est sûr, ils vont démarrer en Provence, parce que ça, c'est l'origine. Ils vont finir en Bourgogne, parce que c'est notre région aujourd'hui d'adoption. Ouais. Et puis entre les deux, on se laisse libre cours. Alors est-ce qu'on fera toujours menu unique, menu à l'aveugle, puisqu'on fait ça depuis 2011 maintenant. Et puis c'est quelque chose qui me semble logique. Aujourd'hui, je dis on va donner un peu plus de visibilité à nos clients. Peut-être qu'on va montrer le produit de base, donc mettons pigeon Marrakech, quoi. Voilà, dans l'esprit, ça va être ça. Ouais. Ça va être Saint-Jacques, New York. Enfin, j'en sais rien, je fais des conneries là, mais on n'a pas encore vraiment figé le. On fait le shooting les 4 derniers jours de septembre. Donc on sera vraiment focus là les 4 derniers jours, juste avant l'ouverture. Et puis on changera tous les mois. Avec toujours l'étoile à la Charme à Prenois. Pour C'est important l'instant. ça, dans ton état d'esprit actuel. Est-ce que c'est encore important cette étoile et est-ce qu'elle a encore quel sens tu lui donnes? Bah écoute. Oh, je sens venir le Joker là. Je sens venir le Joker. Non, c'est pas un joker, c'est juste le fait de se dire que tu es étoilé depuis 15 ans. Nous, on était étoilés avant d'arriver en Bourgogne. C'était plus le sujet. Enfin, Oui. En 2020, tu es là, tu te dis, mais, il faut que je reboive. Rebois un petit coup. Tu veux autre chose que de l'eau? Excusez-moi, mais je suis pas Alain Ducasse, pardon. Je suis désolé. Ok, j'arrête sur Pour la l'étoile. petite histoire, on Faut y m'appelle aller. le Petit Duc. Les copains en France étoilés, ils m'appellent le Petit Duc via la Bourgogne et puis Petit Ducasse. Bon, voilà, D'accord. sur l'idée d'entreprise, voilà, c'est. Donc ça c'est l'étoile à la Charme. Il y a les deux restos, on en a parlé, Bistrot Non, des Halles et puis. j'ai pas botté en touche, je te réponds. Ouais. On a acté le fait de dire que si tu fermes, si tu ouvres pas, tu perds naturellement. Oui. Ok. Ça, tu l'actes et tu te dis, si tu la perds sur rien, parce que tu n'as pas ouvert, c'est normal. Après, il reste quelques mois. Puis aujourd'hui, moi, j'ai eu le Michelin au téléphone la semaine dernière. Je dis, nous, on a envie de bosser pour nos clients et puis surtout pour se faire plaisir. Si on rouvre aujourd'hui, c'est que pour ça, quoi. Business à côté, c'est autre chose. Tu travailles toujours pour ton client et c'est vrai quand tu le dis à des journalistes, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que si tu rouvres aujourd'hui, c'est parce que le standard, il a explosé tout l'été. Tu sais plus quoi dire aux clients. Tu ouvres au mois de septembre, tu ouvres au mois d'octobre, tu ouvres au mois de décembre, tu n'ouvres pas. Aujourd'hui, on a pris la décision et puis on est content de remonter sur le vélo et puis de faire ce qui nous plaît, quoi. Finalement, c'est la ligne conductrice aujourd'hui. Alors que ce soit le restaurant un peu top de Prenois, les bistrots, que ce soit aux Halles, au golf, le food truck. Vous avez ouvert un comptoir sous les Halles, il faut quand même le dire. Ça, c'est une des. Bon, on l'a une des fermé actus. 3 mois parce qu'on avait besoin de staff et Voilà. on avait Bon, fermé un camion aussi. c'est le plaisir de cuisiner et le plaisir offert aux clients sous quelque forme que ce soit. Ah, c'est qui est hyper égoïste. la ligne conductrice. Un cuisinier, il est généreux, mais il est égoïste.
Tu vois, j'étais devant Lobster Truck tout à l'heure, où j'ai dit, ouais, j'ai besoin de manger des choses comme ça, j'ai besoin de manger thaï aussi, j'ai besoin de manger vietnamien. Ça faisait partie de mon ADN. À un moment donné, quand tu passes 4-5 ans de ta vie à bosser, à manger 6 mois de la street food de différents pays, quand tu voyages plus, ça te manque, clairement. Donc ça semble naturel. Après, dans notre histoire de cuisine, tu arrives, donc je te dis Provençaux, tu arrives en Bourgogne, tu as envie de travailler l'anis de Flavigny, de travailler le pain d'épices, les poisses, le charolais, enfin tous nos produits. Puis au bout d'un moment, tu es là, tu te dis, oh, c'est pas mon identité en fait. Moi j'ai envie que mes clients viennent manger chez moi pour ma cuisine et pour ce qu'on représente en fait. Et l'histoire de cuisine enfin, rien de rester figé. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chefs, je vais parler de William, je vais parler de Guillaume à l'abbaye de la Buissière, qui font très bien une cuisine bourguignonne et maîtrisée. J'ai envie de faire autre chose, et puis aujourd'hui, vraiment de t'exprimer sans te dire, sans être dans le calcul de dire est-ce que tu perds l'étoile, est-ce que tu la gardes, est-ce que tu vas chercher la deuxième. On était aussi dans ce schéma-là à un moment donné, de dire on a forcément l'ambition, parce que moi j'étais chef chez Goujon qui a 3 étoiles, j'ai travaillé chez Monsieur Ducasse aussi. On a forcément l'ambition de monter plus haut, tu vois, mais après ce qui se passe là, c'est plus ta priorité. Ta priorité, c'est de remettre ton économie en place, de conserver ton staff, de continuer à bosser, et puis intellectuellement Donc on est parti sur le développement, et puis tout ce que je faisais à l'étranger, au final je dis à Dave, je dis regarde, on a bossé beaucoup à l'étranger pour des investisseurs, où on a fait gagner de l'argent à des gens, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour nous et de le proposer à nos clients tout simplement. Aujourd'hui, tu vois, sur les 3 food trucks qu'il y a, Foodies, c'est nos anciens. Quand on s'est mis sur la route, on a dit il est hors de question de faire des burgers parce que c'est pour moi les meilleurs burgers de la ville, et puis tu touches pas à leur segment. Et bon voilà, on est dans cette dynamique-là. L'international, tes voyages assez extraordinaires, voilà, Vietnam, Thaïlande, etc. C'est fini ça? Ou ça reviendra peut-être? Si on se parle il y a 2 mois, je te dis que j'ouvre pas la charme, donc je vais pas te dire aujourd'hui que c'est fini, mais je pense qu'avant 2024, il se passera rien. Oui. Donc la priorité, c'est clairement ici, et puis de développer ici, et puis voilà, on a fait rentrer des collaborateurs. Je parle d'Alex qui nous rejoint. Ça fait 1 an de discussion. Enfin, ça, c'est à chaque fois, ça me. C'est le côté humain. Voilà. C'est la relation humaine. Si tu veux, je vais bosser avec mes 2 meilleurs amis sur place, quoi. Ouais. Enfin, Alex et David, c'est la famille, quoi. Super. Tout à l'heure, Alain Ducasse, il évoquait le défi de la proposition. On entend bien que toi aussi, tu t'es vraiment posé toutes les questions et tu as envisagé toutes les hypothèses et toutes les pistes, et puis finalement, tu en as retenu un certain nombre. Il y a le défi de l'emploi qu'on a évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Tu as perdu du staff, tu as perdu de l'équipe pendant toute cette période, et aujourd'hui, tu cherches à recruter à nouveau. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu nous confirmes effectivement les difficultés de recrutement dans ce secteur? On était à 33 mois de septembre l'année dernière. On est passé à 17. Et là, on est au-dessus de 40. Donc, au final, on a recruté, quoi. Avec forcément un recrutement depuis le mois de mars où tu recrutes 1-2 éléments de collaborateurs par mois. Après, tu arrives aujourd'hui à avoir une équipe qui est vraiment bien en place. Puis on a quand même un socle. Tu vois, je te parlais de Momo tout à l'heure, ça fait 9 ans qu'il bosse avec nous. David, Cécile et moi, ça fait 17 ans. Alex, 4 ans. Quand on parle des difficultés de recrutement dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, visiblement, donc toi, tu n'as pas rencontré ces difficultés-là? Si, bien sûr. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que les collaborateurs, ils n'ont plus envie de bosser le soir, ils n'ont plus envie de bosser les week-ends, parce qu'ils ont goûté à ça, et quoi de plus normal au final. Donc tu t'adaptes, tu augmentes les salaires, tu réfléchis aux conditions de travail, mais pour tout ça, il faut générer une nouvelle économie. Et tu es là, tu dis, bon, avec les salaires qui sont aujourd'hui, qui ont pris une inflation entre avant Covid et après Covid, tu es obligé de créer une économie qui te permet de payer tout le monde et puis de vivre, quoi, tout simplement. Donc, au final, ça a mis... voilà, on a bossé tout l'été, ça a mis du temps avant de stabiliser une équipe. Aujourd'hui, tu vas arriver à la fin de saison, en septembre, c'est encore un peu tendu de partout parce qu'on bosse fort sur le traiteur, mais à partir du mois d'octobre, tu sais que le golf va redescendre parce qu'à 17h, tu n'as plus personne sur le green vu qu'il va faire nuit. Donc on va fermer dimanche soir, lundi, mardi, mercredi soir. On va ouvrir le vendredi soir, samedi soir, un happy hour le jeudi, donc ça te libère du temps. La Charme, tu vas ouvrir moitié de la semaine. Donc du coup, on peut lancer la marque du Libanais sereinement, on peut remettre le 2e camion en route sereinement. Voilà, c'est une question d'équilibre en fait. Et on est toujours en recrutement jusqu'à, je pense, mois de février de l'année prochaine, puisqu'on a encore 3 projets à venir, mais pour l'instant,
C'est pas encore officiel, donc ça sert à rien d'en parler. Donc tu nous en diras rien ce soir. Ça sert à rien. Mais tu fourmis tout le temps, je disais tout à l'heure dans l'intro, voilà, tu es tout le temps en train de te poser des questions, de te remettre en question et du coup d'imaginer de nouvelles choses. C'est ton moteur ? Mon moteur, c'est de créer. Dans tous les cas, moi, je suis un peu le créatif et puis l'électron libre du groupe, quoi. Mais l'envie, c'est de dire qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce qui n'est pas sur Dijon, parce que faire du copier-coller et se positionner sur un marché concurrentiel par rapport à un autre, ça ne m'intéresse pas. Chacun fait sa cuisine et c'est ça qui est intéressant. Donc pour le coup, le Libanais, ça a eu du sens parce que je me retrouve avec 2 chefs syriens, dont un qui a bossé au Liban, et donc ça a vraiment du sens. Puis sans prétention, je pense que ce soit des kébés, les falafels, le moutabal, enfin tous les produits qu'on propose, moi quand je les ai goûtés, j'ai dit il faut que j'embauche en fait parce que c'est trop bon. Donc ça part de là, ça part d'une émotion, ça part de ce que tu goûtes, tu analyses un peu le marché, tu dis ok, il n'y a pas de proposition. J'avais fait un restaurant de poisson à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la taverne, bon c'était pas une bonne idée, et je sais pourquoi il n'y a pas de restaurant de poisson sur Dijon, ou en tout cas des niches, il y a 2 niches, mais vraiment sur des volumes comme la taverne. Puis voilà, nous on a vécu l'échec un peu tôt, moi j'avais 33 ans, donc c'était plutôt une bonne idée et puis une bonne chose au final. Enfin, moi, comme je disais tout à l'heure à table... Évidemment, c'est un peu le risque, entre guillemets. C'est quand on lance plein de choses, plein d'idées, il y en a qui éventuellement ne marchent pas. Moi je considère l'échec comme un certificat parce que à ce moment-là, avec du recul, tu te dis, c'était une bonne chose parce que maintenant, tu sais ce que tu feras, tu sais ce que tu feras plus, tu sais ce que tu veux faire. Donc au final, un peu comme cette période, moi je dis... tout à l'heure, j'avais une question. Quels sont les 3 mots qui te viennent à l'esprit comme ça ? Spontanément, je dis la résilience, parce que dans cette période-là, tu as besoin d'être résilient, de trouver le côté positif des choses, d'imaginer... Avril, j'étais débile, j'étais là à dire... J'ai appelé David, parce qu'on forcément, on se voyait pas comme tout le monde, on faisait des petits visios. Je dis, viens, on monte... Tu sais, on a un terrain en face de la Charme. Je dis, viens, on monte une épicerie, boulangerie à Prenois. J'avais craqué, Il me dit, mais gros, on va pas faire ça. Tu vas investir X milliers d'euros pour être à Prenois, tu vas avoir deux clients qui vont venir du village te prendre le pain. Je dis ouais, mais bon, tu sais, là, ça commence à... Ça va plus, quoi. Donc voilà, après, c'est justement, c'est ça qui est bien de ne pas être tout seul et d'avoir une équipe. Ça, le duo, t'as toujours l'échange. Avec l'un qui tempère l'autre. Bien sûr. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de te faire plaisir, ça on entend bien que vous vous faites plaisir tous les deux avec David quand vous cuisinez, quand vous imaginez, quand vous innovez. Le client, lui, comment aujourd'hui il se comporte ? Comment est-ce que tu le sens depuis juin, là, depuis que ça y est, que ça a rouvert, que voilà, il se rue dans les restos, il est en quête de plaisir, il dépense plus, il est... Comment tu ressens le client aujourd'hui ? Je sais pas, moi j'ai encore la tête dedans, tu vois. On a fait une grosse saison sur le golf, la Charme, le bistrot des Halles, on a rouvert donc le 9 juin. On a pris les décisions de fermer 2 jours par semaine alors qu'on était ouvert 7 jours sur 7 l'année dernière. On a fait plus de chiffre d'affaires, donc plus de clients cette année aussi, par rapport aux 2 jours de fermeture. Plus de clients en fermant 2 jours. Ouais. Et puis sur la Charme, Cécile aussi, tu vois, qui est là, qui est en salle tous les jours, elle te dit mais faut qu'on réouvre parce que puis moi je suis là mais non, pour l'instant on n'est pas prêt. Il faut avoir la tête tranquille pour te dire justement si tu veux faire de la gastronomie, il faut être libre pour ça et avoir la tête libre. Cet été, tu n'as pas la tête libre, tu cherches du staff, tu charbonnes, tu as 2-3 mariages par semaine, tu as un cocktail à droite, à gauche, sur place, tu gères des problèmes pendant 6 mois, donc 4 mois. Donc il a fallu cette période-là, et puis maintenant que tu vois le bout du tunnel et tu dis, bon voilà, tu regardes un peu ton équipe, tu regardes ton staff, et puis tu dis, on peut ouvrir, quoi, maintenant c'est bon. Donc le client... écoute, je pense qu'il est demandeur parce que je te dis, depuis le mois de juin, puis tous les clients que je croise, quand est-ce que vous rouvrez, j'étais à une période de dire, je pense qu'on ne va pas rouvrir, clairement, parce que j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Je voulais me donner 1 an et demi, 2 ans pour refaire un projet intramuros sur Dijon. Puis au final, tu te dis, bon, attends, si le Michelin doit sortir au mois de mars-avril, tu as quand même ta carte à jouer, c'est quand même con de la perdre après 15 ans où on a toujours bossé pour ça. Quoi. Donc, mais au final, ce que je dis au guide, je le pense vraiment, c'est vraiment de dire, maintenant ma priorité, c'est pas du journalisme, tu vois, c'est vraiment de dire, on se fait plaisir, et la finalité, c'est pour faire plaisir à nos clients. Mais ça, c'est pour moi la base de tout business. En tout cas, dans notre métier, c'est d'avoir ta clientèle en face. Si tu fais du bon, tu sais, quand en 2011, on prend la décision de se mettre en menu unique, j'ai Stéphane Derbord qui m'appelle, il me dit, ouais, t'as trop de la chance. Je dis, t'es un malade, toi. T'es place Wilson et tu peux pas le faire.
Je dis, moi, je le fais à Prenois, et puis on l'a tenté, et puis ça fait... mais quelle souplesse avec les producteurs. Le mec qui arrive et qui t'ouvre un coffre de champignons, t'as pas de champignons à ce moment-là, enfin t'as pas de cèpe à la carte à ce moment-là, tu lui prends en 1 heure, t'as lavé ses cèpes, et puis tu l'envoies au service, et puis c'est parti. Et pour moi, ça a du sens de faire ça. Aujourd'hui, le voyage me manque, j'ai envie de faire une cuisine de voyage, voilà. Il paraît qu'avec la crise, les gens veulent manger mieux, veulent manger, c'est ce qu'on disait avec Parce Alain qu'avant, ils voulaient Castola. manger mal, ou comment ça se passe? Il paraît qu'ils veulent manger mieux, il paraît qu'ils veulent manger plus proche, avec des produits locaux. Non, c'est ce qui paraît, hein. C'est ce qu'on lit partout. Alors déjà, pour toi, qui juste fournis pour depuis longtemps auprès des producteurs, c'est au secours, quoi. C'est vrai. J'ai le droit ou pas? Juste pour rectifier ce que disait Alain Ducasse tout à l'heure, quand il a un restaurant à Macao et qu'il fait venir tout son poisson de Bretagne, produit d'excellence, pas de débat. Mais ne me dis pas qu'un avocat, moi j'ai envie de manger des avocats, je fais du guacamole parce que j'aime l'avocat, j'aime la banane. Après, je suis contre la cerise du mois du Chili au mois de décembre, je suis contre l'asperge du mois de novembre, ça me rend fou. Mais après, quand tu as le produit qui pousse pas sur ton sol, bah ouais, tu le fais venir, tu travailles pas que sur ça. Alors après, locavore, ça veut dire quoi? Que moi, méditerranéen, je peux pas travailler de poisson, je peux pas travailler de coquillage, je peux pas travailler de crustacés, je peux pas travailler de légumes autrement. Tu sais qu'il y a des chefs qui le font, qui sont dans cette ligne. Hein. Enfin, ça mais je veux dire, on peut en Dijon, parler. hein. Que ce soit, Angelo le fait. J'avais William au téléphone la semaine dernière. On parlait de producteurs ensemble. Et après, je dis pas que je suis anti-locavore. Moi, je travaille avec des producteurs locaux aussi, évidemment. On a fait une économie vertueuse avec Guillaume Verdun de la ferme de Clavisy, où en fait, on a monté des pots stérilisés qu'on vend aussi dans le camion. C'est Le Borvo, c'est une société qui est dans Lyon, qui fait ça, qui est spécialisée à la base sur le saumon et qui a une petite partie de conserve. Et puis on a travaillé avec Benjamin de chez Le Borvo, parce qu'en fait, donc l'histoire, en mars 2020, j'ai William Frachot qui m'appelle et puis il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis quoi? Il me dit, t'es mort, on ne te voit plus sur les réseaux. Je dis, écoute, je suis en Sarwell, j'ai rien à vendre, tu vois, je suis à la maison. Il me dit, vas-y, viens. Mais véridique, hein. Il fait, viens, on fait un marché solidaire, nos producteurs. Donc moi j'avais Guillaume qui m'appelait, t'as un petit peu les producteurs du coin, ok, on fait un marché. Et au bout de 3 semaines, les mecs ils nous appellent, ils font, bon les gars, vous arrêtez tout parce qu'on se fait éclater chez nous, les clients ils viennent en direct dans nos fermes et on n'a plus de produits à vous donner pour le dimanche, quoi. Ouais, je dis tant mieux, parce que tu vois, dans l'idée du marché solidaire, c'est d'être solidaire avec vous, donc si on ne sert plus à rien, tant mieux. Et puis avec Guillaume, on travaille parce que le deuxième confinement, c'est plus du tout la même. Le deuxième confinement, tu as eu l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de confinement. Enfin, on continue à sortir, tu as les passes, machin, ok. Et puis là, il me dit, bon, bah, du coup, moi, j'ai plus les restaurateurs, j'ai plus les clients parce qu'ils repartent en grande surface, qu'est-ce qu'on fait? Je fais de la cam, je dis, bah, écoute, moi, du coup, j'ai ouvert le camion, donc je fais des samoussas avec, je fais des gyoza, je fais le buns, qu'on a créé aussi pendant la période Covid, tu vois, ça nous a permis aussi de, quand on parle de burger, nous, on a créé le Bunsger. C'est tombé un soir avec mon chef de la Charmanteau qui habite à Pâques. On se croise, on fait un bout de pain, on étale de la pâte, on fait de la viande hachée en mode saté, on met ça dedans, on cuit ça au four, bim, je mange, je dis putain, c'est trop bon, sandwich baguette farci et tout. Tu dis c'est un sandwich intelligent parce que tu le manges et tu te salis pas les mains. Je vais sur internet, je commence à regarder des tutos, YouTube, machin, je suis c'est bon, ma grand-mère elle sait le faire, donc je laisse tomber. Mais je dis garde quand même l'idée parce que c'est pas mal. Et puis viens, on fait des buns, mais en mode burger et on l'enferme. Puis on a mis 2 mois avant de caler la recette, donc c'est un modèle déposé. Donc on a mis le R dessus, c'est notre produit. Et encore une fois, dans la démarche de pas faire ce qui se fait déjà. Enfin, un burger, on va quand même en faire un petit peu, mais on va en faire sur le camion, à emporter. Je suis un peu décomplexé, là, ça y est. Oui. Mais j'ai pas envie de le faire en cuisine sur place. Donc tu vois, j'ai été manger chez mes sœurs il y a 2-3 jours. Je suis un peu la pub pour tous les restaurants parce qu'il faut que vous sortiez au restaurant. Écoute, je mange un burger et puis c'est vraiment dans ma veine, quoi. Je mange un burger. Comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Indien bombé, burger bombé. Bah, tuerie. Elle le sort du froid, elle le met au micro-ondes, elle me le donne à manger. Mais il était bon, quoi. Donc tu décomplexes de dire ok, c'est pas un steak haché. Donc du coup, on va en faire une ligne sur le camion, on va pouvoir le réchauffer sur place et ça garde toute sa jutosité. Donc là, on travaille. Je sais pas si tu as vu, il y avait Louis Tortochaud du pain pour demain. Alors, on va bosser pour faire des pains un peu spéciaux justement sur ça. Puis encore une fois, cuisine du voyage, on va faire un burger à emporter, à réchauffer chez toi en mode pulled pork thai. On va faire certainement un indien aussi, mais voilà, on va essayer de pas faire ce qu'ils font. Je ne sais pas si tout ça aurait eu lieu ou aurait existé sans la crise du Covid et sans cette nécessité que les uns et les autres ont eu de se rapprocher à un moment et de discuter ensemble. Qu'est-ce qui sera finalement plus jamais on s'est rabiboché avec William Frachot, ça c'était cool. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec Guillaume Verdun, on a eu vraiment beaucoup d'échanges de business. Et puis tu vois, à la sortie de cette crise, il monte un comptoir sur Dijon, rue de Jouvence.
Il a monté un restaurant avec la Visée aussi, à Noyer. Donc il y a eu un vrai échange et je n'étais pas fini sur l'économie vertueuse. Donc Benjamin de chez Le Borvo lui achète les viandes, je crée les recettes et lui nous stérilise. Donc on a créé un petit truc comme ça entre nous et je trouve ça sympa parce qu'au final, donc voilà, j'ai ce côté locavore aussi, mais tu peux pas m'interdire de me dire, moi j'ai mon pote Jacques Cocolos qui me vend des huîtres, il était là la semaine dernière en vacances, tu peux pas me dire je fais pas d'huîtres parce que je suis en Bourgogne. Enfin voilà, Angelo le fait et c'est super, c'est très bien et d'autres. Je rebondis sur ce qu'on se disait tout à l'heure avec, c'était David, je crois, ou avec Geoffroy Roux de Bézieux tout à l'heure, qu'on évoquait cet aspect de la question de savoir ce qui a changé par rapport à l'avant-crise et ce qui ne sera plus jamais pareil finalement. Pour nous oui, pour vous. C'est-à-dire justement cette façon de travailler ensemble, de discuter, de dialoguer, de monter des petits projets, des micro-projets avec un producteur, etc., de s'associer comme ça parce qu'on a une bonne idée, etc. Ça, c'est un peu la crise qui l'a généré. Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que finalement, on va être plus souple, plus inventif, plus dans le rebond en permanence? Alors, si on se parle en septembre 2019, je crois qu'on a dû se parler dans ces périodes-là. Oui. Je disais, moi j'ai un gastro qui marche, je suis content. J'ai un bistrot qui marche, je suis content. J'ai un traiteur qui marche, je suis content. On se parle aujourd'hui et je te dis, j'ai un business à l'étranger qui est plutôt bon, où je m'éclate, je fais le tour du monde. Tu sais, moi je me prenais un peu pour un surfeur. Tu es sur la vague et tu dis, je kiffe ma vie. Quoi. Bon, tu voyages. il n'y a plus de vagues. Il n'y a plus de vagues, Ouais, mais au final, tu te poses un peu plus, tu redécouvres un peu ta ville, parce que tu sais, quand tu es 6 mois à l'étranger, comme ça, en alternance, tu es en jet lag tout le temps, tu as des enfants, tu as des affaires ici, donc tu fais le tour, et puis tu sors plus jamais, donc tu vois plus personne, et tu deviens un peu un ermite. Je sais plus, tout à l'heure, j'ai un monsieur qui me dit, ouais, on connaissait David, mais on ne te connaissait pas toi. Je dis, bah, David, il fait que le traiteur, donc, enfin, il est tout le temps sur la prestation traiteur, donc physiquement, il connaît tout Dijon. Moi, je connais personne au final, et pendant cette période-là, bah, tu refais des rencontres, et puis après... Moi, comme je vais à 10 000, tu vois, on parlait avec Lobster tout à l'heure, il me fait, ouais, il faut qu'on se voit, j'ai un truc, ouais, vas-y, viens, à partir du moment où tu fais du bon, et à partir du moment où il y a un bel échange, moi, je suis ouvert à tout, en fait. Et la curiosité, c'est un mot qu'il n'a pas donné, Monsieur Ducasse, tout à l'heure, mais c'est quelqu'un d'hyper curieux. Ça fait partie de ses valeurs. On n'a pas prononcé le mot, mais ça fait partie du... Oui, bien sûr, mais il est curieux. De son tableau. Et moi, de mon métier, je suis curieux. Enfin, tu sais, en Asie, je mange tout le temps de la street food. Je mangeais des shawarma assis sur le bord du trottoir après mon service où tu es dans un 5 étoiles. Tu dis, non, moi, je mange pas là. Tu dis, il est où le meilleur shawarma? Ça va te manquer tout ça, non? Un jour, ça va te manquer. Mais regarde, va manger un shawarma là fait par un Libanais et tu kiffes. Ouais. Tu vois, je discutais avec Tomo cet hiver aussi parce que pareil, lui, il a démarré Origine janvier 2020, hyper compliqué. Il a été hyper dynamique pendant cette période-là. On a fait un 6 mois ensemble pendant cette période-là emportée. On a échangé parce que lui, il ouvrait Ramen à ce moment-là. Et puis il me dit, ouais, sur les gyoza, moi j'ai un problème avec le cru au niveau sanitaire et tout, machin. Je dis, bah vas-y, fais ta base cuite. Ouais, mais ça, c'est pas gyoza. Je dis, ça tombe bien parce que moi je fais des gyoza, mais je suis pas japonais. Donc à partir de là, je ferai jamais la même chose que toi. Et on est complémentaires au final parce que tu as envie de manger un bon gyoza. Et donc du coup, ça me manque pas parce que quand j'ai envie de manger, tu vois, à midi, moi, si j'avais dû manger là, j'aurais sûrement pas mangé chez moi, quoi. Parce que tu y manges tous les jours. Et j'aurais fait l'Obster Truck parce que Foodies, je les connais aussi et c'est mes anciens et tu y vas de temps en temps. Enfin, j'y vais. mais pour le coup, et puis il m'en a fait un petit comme ça en amuse-bouche avant de venir. Mais non, ça me manque pas, mais je suis curieux. Enfin, il y a 2 jours, je passe à la radio, on me dit où est-ce que tu as mangé? Je dis mais de partout en fait. Aujourd'hui à Dijon, je redécouvre un peu ma ville parce qu'au final, je trouve que la scène gastro. Il se passe des choses à Dijon, trop, c'est intéressant. Trop, je vais en oublier plein, mais on parle de concepts végétariens. Il y a Betrave qui a ouvert l'année dernière et je trouve qu'ils ont un super rapport qualité-prix. Tu as 2 jeunes sur Rumonge, Pierre et Jules, top. Tu vois, c'est un petit bar, il y en a un qui fait les cocktails, l'autre il fait que du snack, ils font que du snack, mais c'est génial. Enfin, moi j'ai envie de découvrir ça, tu vois, Parapluie qui s'est développé, La Spérule, Kaigo, Tomo pareil, ils ont ouvert Ramen. Enfin, je trouve que cette la scène dijonnaise bouge bien, et c'est intéressant. Ouais. Après, sincèrement, je pense que en 50 ans, on a fracassé la planète. Donc moi, je prenais une 50aine de fois l'avion par an. Le fait de ne pas voir d'avion au-dessus de moi, est-ce que ça manque? Oui. Mais si je suis pas égoïste et que je pense à la planète, je me dis que c'est pas si mal au final. Je crois. Donc après, essayons de voyager dans les assiettes. Évidemment que je vais faire un peu voyager des produits parce que la citronnelle, il en pousse pas dans mon jardin, mais
Et c'est en ça que je dis, moi, j'ai pas envie d'être réducteur et d'être mis dans une case où Ouais, on te dit, t'es locavore. Je crois qu'on a, on a effectivement bien compris, mais quand on est voyageur comme toi, qu'on aime goûter à tout, qu'on aime mélanger tout, à un moment, voilà, importer des choses, en exporter aussi, parce que quand tu cuisinais en Thaïlande, au Vietnam, t'exportais bien un savoir-faire d'ici. Quel sens tu donnes à cette notion de repas gastronomique des Français qu'on évoquait tout à l'heure avec Alain Ducasse? Il le fait bien, lui. Il le fait bien. Moi, j'ai envie de mettre d'autres saveurs dans ma cuisine, parce que, je répète, encore une fois, je serais bourguignon, j'aurais certainement envie de faire de la cuisine bourguignonne. Tu m'aurais mis en Provence, j'aurais fait de l'huile d'olive, du poivron, j'étais dans mon élément. Ça, c'est quelque chose de maternel, on est OK avec ça. Tu arrives ici, puis vraiment, nous, ça a été un peu le hasard d'arriver en Bourgogne. Et aujourd'hui, tu me dis, tu retournes travailler chez toi. Je dis, mais non, moi, je suis trop bien ici, parce que la qualité de vie, elle est bonne. Après, le hasard de la vie fait que tu vois, bon, c'était aussi une volonté de vouloir voyager, mais le réseau a été fait, et puis tu es sollicité, puis tu fais une fois, puis tu fais deux fois, puis au bout d'un moment, on commence à te dire, tu ouvres un resto, bah non, je suis pas en place, je reste chez moi parce que j'ai une petite équipe, puis tu te construis une équipe, tu commences à pouvoir te détacher des restaurants et devenir un électron libre, et au final, tu deviens consultant de ton propre restaurant. Nous, en fait, le système était que à chaque fois que je rentrais de voyage, je calais un shooting photo, je passais mes commandes de produits, on sortait les produits, on faisait les recettes, on validait tous ensemble, et à partir de là, les 15 jours, 3 semaines où j'étais pas là, tac, on faisait les mêmes recettes, je rentrais, on changeait, puis après quand j'étais là, ça change tous les jours parce que j'aime pas faire toujours la même chose, donc je suis comme ça dans la vie. Derrière, Genre hyperactif, quoi. Non, tu peux pas dire ça. Bah non, clairement pas. T'as pas vraiment répondu à ma question. Le repas gastronomique des Français, ça concerne Alain Ducasse, certes, mais ça te concerne aussi. Et ça concerne tout Dijon, parce que la Cité internationale de la gastronomie du vin, elle ouvrira en avril 2022. Et donc, ça a du sens. Il se pose d'autres questions où je vais rebondir après sur la question du staff. Le repas à la française, évidemment que c'est important parce qu'il est au patrimoine de l'UNESCO, ça c'est OK. Je suis cuisinier français et je pense que je fais quand même partie de ceux, je crois que j'étais dans les 10 chefs français qui voyageaient le plus dans le monde, donc je pense que le savoir-faire... Un bon ambassadeur. Ouais, et pour la région et pour le pays, donc OK. Mais aujourd'hui, sur le service même à la française, j'ai plutôt envie de jouer. Tu vois, on est plus dans le détail maintenant de dire on va travailler de la vaisselle pour un plat spécifique et on va créer notre vaisselle pour ce plat-là. Et même si on s'en resserre dans 2 ans, c'est pas grave. On a toujours fonctionné un peu comme ça. Mais sur la Cité de la gastronomie, moi je pose juste une question. Tu vois, j'ai fait partie un peu du tour de table avec Eric Prat, avec David Judas. On était plusieurs chefs. Et je dis, OK, là, tu as un restaurant de 200 personnes, là, tu as un restaurant de 300, là, tu as une cave, là, un petit peu en mode food court. Je dis, OK, c'est bien. Ferrandi va être là. Et ils étaient en visio. Et moi, je pose une question. Je dis, mais OK, vous montez 2-3 restaurants de 200 personnes. Ils sont où les serveurs? Le mec de Ferrandi te dit, alors, on va former des cuisiniers, on va former des pâtissiers, mais on n'a personne pour pouvoir ouvrir des sections de salles. Donc aujourd'hui, l'enjeu de notre métier, enfin pour moi, ça fait partie de mes priorités de dire les collaborateurs que tu as aujourd'hui, bon, nous, tu vois, dans le groupe de 17 qui sont restés, ils sont toujours là. Tu as des 10 ans de maison, tu as des 8 ans de maison, 9 ans, collaborateurs fidèles et les piliers. Pour moi, ça, c'est la base aujourd'hui. Je me préoccupe plus des Français que du repas à la française, en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment tu vas être servi, avec qui, comment, et dans le futur, comment tu vois la restauration, parce que, tu vois, il en parle, moi, j'ai des élèves de chez lui qui sont venus des Philippines, sauf que, là, tu vois, j'avais 6 Sud-Américains qui devaient arriver début juillet, ils sont toujours dans l'aéroport, quoi. Donc aujourd'hui, tu as vraiment du mal à recruter, pas comme avant. Donc il faut s'adapter à ça et te dire, demain, si tu dois conceptualiser, il faut réfléchir avec un minimum de service. Puis après, tu gardes ton restaurant gastronomique où tu fais un vrai service, tes bistrots, tu fais un vrai service. La question est posée, en tout cas, on n'est pas en capacité d'y répondre, mais effectivement, elle est posée. Tu nous diras rien de tes projets? C'est le classiste. Allez. Bon, en tout cas, on va faire du populaire, tu vois aussi. Moi, je suis un peu comme. On va faire du poulet un peu à l'espagnol, tu vois, sur le marché. Et puis, on va sûrement, on va monter une marque asiatique un peu générique où ça va aller du sushi, mais encore une fois, un peu comme il est gyoza. On s'est amusé cet hiver à créer des sushis, mais tu vas avoir un sushi italien. Tu vas avoir plutôt des maquis avec de la mozzarella à l'intérieur, entouré de feuilles de basilic, tomates confites, olives tagliache. Donc tu vas avoir une saveur comme ça. Variation sur un thème.
Ouais, toujours sur le thème du voyage. Enfin, c'est ça qui nous habite et qui nous anime aujourd'hui. Puis après, je vais faire des cuisses de grenouilles et je vais faire des escargots cet hiver au golf. Donc, on est aussi un peu plus terre à terre et avec des plats un peu plus chaleureux sur le golf. On va changer la carte là au mois d'octobre. Mais à côté de ça, voilà, tu veux faire un sushi libanais, forcément. On va faire un sushi vietnamien. Donc, le libanais sera aussi végétarien. On va pas en faire beaucoup. On va en faire 6. On va faire des gyoza. Qu'on fait déjà, mais vraiment sur ce lieu-là. On va faire des samoussas, on va faire des nigiri, c'est des boules de riz farcies à l'intérieur. Donc la sauce est à l'intérieur, tu manges, tu as la sauce à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. Il est 18h, t'es cruel là. Parce que ça commence à... Après, c'est exponentiel, tu vois. Moi, j'ai envie de manger un feu vietnamien, j'ai envie de manger un pad thai. Bon, ça, on le fait déjà, mais faire un khao soi qui vient du nord de la Thaïlande, tu vois, des plats un peu comme ça, sans être mis dans une case vietnamien ou japonais, générique, asiatique. Voilà. Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche, Nicolas. Merci à vous. Et de nous avoir raconté cette histoire passionnante. Merci beaucoup. C'était Nicolas Isnard, en dernier intervenant de cette université d'été du MEDEF Côte d'Or. Vous savez que la jeunesse était un des fils conducteurs de notre journée. Je voudrais maintenant vous présenter 2 personnes, les accueillir sur scène. Elles vont me rejoindre. Ambre Adamiac et Pierre-Benoît Allais. S'il vous plaît, je vous demande de me rejoindre. Alors, ce sont deux étudiants. Ambre est vice-présidente étudiante de l'Université de Bourgogne, déléguée à la vie et à la démocratie étudiante. Et Pierre-Benoît Allais est étudiant en Master 1 à BSB. Bonjour à tous les deux. Alors, vous avez assisté à l'ensemble de la journée. Vous avez les chaises hautes, elles sont toutes exprès pour vous. Vous avez donc assisté à l'ensemble de la journée et le petit défi qu'on vous a lancé, c'est à 7 heures de fin d'après-midi, une fois que les conférences sont passées, de nous livrer vos impressions. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce qui vous a surpris, étonné ? Qu'avez-vous à dire en tant que jeune qui est bientôt sur le marché de l'emploi, de la place des jeunes dans notre économie et dans nos entreprises ? Un rapport d'étonnement, comme on appelle ça, c'est ce qu'on vous demande de nous livrer. Je vous laisse 5-10 minutes pour nous livrer vos impressions. Merci. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, et un grand merci au MEDEF de nous laisser cette possibilité, qui est un exercice peu commun pour nous. Pour l'heure, je l'espère. On est d'accord. Alors, rapport d'étonnement, qui peut être une notion vaste, comme pas du tout, sur cette thématique effondrement et émergence, qui est extrêmement parlante, si bien pour le monde de l'entreprise que pour les jeunes. Puisque vous n'êtes sans savoir que sur ces 18 derniers mois, le monde de la jeunesse a beaucoup souffert. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les jeunes ne souffrent pas que depuis ces 18 derniers mois, ils souffrent depuis toujours. Tout simplement, les médias ne l'ont jamais pointé. C'est-à-dire que la précarité étudiante a toujours été présente et elle s'est simplement accrue en cette période. Elle est financière, d'une part, tout au long du cursus, que ce soit universitaire ou en école, le cursus de formation en règle générale, mais elle est professionnelle également, avec la difficulté de l'insertion sur le monde professionnel. Alors, on a essayé de compartimenter sur, d'une part, un constat général et un constat de cette journée. Donc, on remercie vivement, d'ailleurs, toutes les interventions auxquelles on a pu participer, puisque c'est terriblement enrichissant pour nous. Et toutes les personnes qui auront pu prendre la parole aujourd'hui sont d'une richesse formidable au niveau de leur parcours et de leur évolution et de toutes ces compétences. Donc, on a très bien noté, du coup, le parcours de réussite, cette envie d'entrepreneuriat, de pousser les autres à l'entrepreneuriat. La difficulté que les entreprises ont pu rencontrer ces derniers mois avec la nécessité de la réorganisation économique, d'une part, puisque c'est vrai qu'on a tendance parfois à réfléchir avec un pilotage d'action et non pas un pilotage en cash, comme on a très bien pu le voir lors des workshops. Et tout ça a poussé les mentalités. Et je pense que toute cette période-là, qui aura poussé les entreprises à se réinventer, à innover, dans leur organisation, dans leurs objectifs, sur toutes les questions de la QVT, parce que c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait de réelles difficultés pour les collaborateurs. Eh bien, toutes ces notions découleront sur la nécessité, ça n'implique que moi, la nécessité de la jeunesse dans les entreprises, puisqu'elle permettra un regard nouveau et surtout pousser les entreprises sur de la réelle innovation. Alors, cette jeunesse, effectivement, a souffert.
ça c'est ce qu'on en ressort aujourd'hui de la journée que nous, on a pu vivre. On a entendu ces entreprises qui ont eu des difficultés, mais qui malgré tout ont pu recruter et ont réussi à se réinventer pour recruter. Mais pas suffisamment, je pense. Et on n'a peut-être pas entendu suffisamment l'action de quelle part de population a été recrutée. Mais on y viendra juste après. On y viendra par la suite, oui. Alors, comme l'a très bien dit Ambre, on a eu un petit constat des choses qu'on a vues aujourd'hui, mais on voulait aussi élargir un petit peu ce constat, puisque bon, voilà, on a pris le rapport d'étonnement au sens un peu large, pas seulement sur la journée d'aujourd'hui, mais sur les expériences qu'on vit tous les jours en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en tant que presque diplômé. Et en fait, de tout ce qu'il en ressort, des gens qu'on côtoie autour de nous ou qui sont déjà en entreprise, c'est que les entreprises ont une tendance à employer beaucoup plus facilement et faire beaucoup plus confiance à des gens sur des postes, donc comme on l'a vu, techniques, ce qu'on appelle des postes hors cadre et des postes sans responsabilité, si on peut le dire comme ça, par manque d'expérience. Or, on a fait un petit peu ce constat tout à l'heure. Monsieur Butet nous l'a très bien dit. Il nous a dit que beaucoup de secteurs d'activité ont un certain mal à recruter aujourd'hui. Et à côté de ça, on se retrouve avec 41 000 chômeurs rien que sur la Bourgogne. Alors, nous, en tant que jeunes et bientôt employables, on est un petit peu interpellés par tout ça. Et on est étonnés de voir ces chiffres. Et on est arrivé à un constat, alors simple, vous le verrez peut-être un peu simpliste, c'est à chacun de juger, c'est que si on prend l'exemple d'un sexagénaire, qui arrive à un certain poste, arrivé à cet âge-là, on se dit que au long de sa carrière, il n'a pas toujours occupé le même poste, à effectuer les mêmes actions. On se dit bien que pour arriver là, il y a eu à un moment ou à un autre peut-être une reconversion ou du moins un processus de formation continue. Et on se dit d'une certaine manière, on se dit pourquoi est-ce que les jeunes, en général, ne pourraient pas bénéficier de ce processus de formation continue comme ils vont en bénéficier tout au long de leur carrière. Alors du coup, plusieurs constats, plusieurs problématiques. Mais comment résoudre ces problématiques? Alors, il n'y a pas de solution miracle. Enfin, il y en a peut-être une, mais en tout cas, je ne l'ai pas, je suis navrée. Quand on parle de recrutement, puisque je suis très attachée aux ressources humaines, pour moi, le recruteur, et en tout cas le service de ressources humaines, est un pilier central pour une entreprise. Parce qu'il traitera si bien la GPEC que la formation, que le recrutement, que le dressage de portraits et de profils recherchés. Et c'est celui qui aura aussi la charge d'aller chercher les talents. Sauf que les talents, aujourd'hui, on ne les recrute plus sur un CV. La formation est une chose, mais est-ce que les compétences, le savoir-vivre, le savoir-être n'est pas primordial finalement dans une entreprise? Parce que c'est ce qui va induire sa vie quotidienne dans l'entreprise. On pourrait imaginer, par exemple, c'est une idée qui m'était sortie comme ça, au niveau des nouvelles techniques de recrutement, le recrutement de demain, quelque chose de beaucoup plus dynamique, de sorte à engager davantage le collaborateur. On peut très bien donc imaginer, sur la publication d'un poste ou d'une fonction, que ce soit le candidat lui-même qui rédige sa fiche de mission, c'est-à-dire qu'il délimitera lui-même ses missions. Et sur un panel de candidats divers, le recruteur pourra pleinement voir les qualités du candidat, ses motivations, une vision beaucoup plus large peut-être. Il y aura une réelle dualité de travail, ne serait-ce que sur un recrutement, et ce qui envisagera le meilleur pour la suite. Alors quand je parle d'engagement, j'ai eu la chance, puisque ça fait maintenant 3 ans que j'ai créé la formation à destination des associations à l'Université de Bourgogne, et j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir leur parler de l'engagement, puisqu'on est collaborateur d'une part, mais on peut être collaborateur engagé. Il apparaît dans de récentes études qu'en France, on a un recul certain à ce niveau-là par rapport aux États-Unis, par exemple, où on dénombre 8% de collaborateurs pleinement engagés dans son entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un souci de partage de valeurs communes au sein de l'entreprise, peut-être de vie ou de bien-être. On peut parler également des questions de RSE qui sont aujourd'hui fondamentales et qui intéressent de plus en plus les jeunes populations. Et
pour résoudre justement ces problèmes d'engagement, le fait de faire participer le candidat dès le départ, dès les prémices du recrutement, peut être gage d'amélioration de cet engagement par la suite. Et pourquoi pas, grâce à ça également, résoudre ce problème de mobilité géographique dont parlait M. Butet tout à l'heure, et ce très justement. Elles sont de raisons diverses. L'attachement territorial, la proximité familiale, la peur financière aussi, puisque le fait de se déplacer pour trouver un emploi est gage aussi de dépenses derrière. Donc voilà, ce sont des petites choses peut-être qui, avec le temps, sur l'innovation et le rééquilibrage des objectifs d'une entreprise, peuvent être réévaluées dans le cadre d'un recrutement. Alors, tu parlais d'une plus grande implication au travail et j'aimerais un petit peu reprendre là-dessus en vous posant une question toujours aussi simple. Combien d'entre vous utilisent l'application Gmail ? Très bien, ça fait un petit peu de monde. Et en fait, l'application Gmail, c'est l'exemple même de ce que peut donner un employé à partir du moment où il est impliqué dans son travail. Parce que je contextualise un petit peu. Google, chaque mois, donne 20% du temps de travail à son employé de manière libre. C'est-à-dire que sur ces 20% de temps, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pouvoir jouer aux apprentis sorciers, essayer des choses et parfois créer des choses intéressantes, comme ça a été le cas pour Gmail. Donc voilà, on parlait un petit peu d'implication, de responsabilisation du salarié. Mais on voulait quand même pas conclure sur une note négative, parce qu'on le voit tous les jours. On a quand même une relative amélioration de ce qu'on peut constater au niveau de l'emploi, notamment une égale promotion en tout ce qui est formation professionnelle et une évolution des mentalités à ce sujet. Et on a pensé que ça pourrait être une des clés, des réponses à ces difficultés. Il y a eu effectivement, comme on a pu l'entendre tout au long de cette journée, une implication de la part de l'État financière qui a été, je pense, extrêmement intéressante pour les entreprises, de sorte à créer davantage de postes en contrat d'alternance ou de professionnalisation, ce qui est une aubaine aussi pour les étudiants aujourd'hui, puisque c'est finalement le premier moment où ils se confronteront réellement à la réalité du terrain, cette vie professionnelle qu'on tend, vers laquelle on tend plutôt quand on est étudiant. Et donc, la plus grosse difficulté à laquelle l'étudiant sortant aujourd'hui, sans faire de distinction école, université, formation privée, puisqu'il en existe des centaines, et qui sont toutes très bien d'ailleurs, mais voilà, la difficulté quand on se présente, puisque moi-même, je suis passée en entretien récemment, et à chaque fois, on me dit « vous manquez d'expérience ». Mais j'aimerais vous montrer que j'ai de l'expérience. Alors, j'ai de l'expérience dans d'autres domaines, puisque je me suis énormément engagée associativement parlant dans un premier temps, puis pour l'université, donc davantage sur de la politique universitaire, où j'ai pu aussi être confrontée aux difficultés de la fonction publique, de ses rouages, son organisation. Et tout ça, visiblement, certains recruteurs n'y font pas attention. Et c'est désarçonnant, vraiment, pour un étudiant qui sort de sa formation, de se voir fermer les portes. Alors voilà, la jeunesse doit être force de proposition et moteur pour une entreprise. Et ça, on en est pleinement conscient. Et pour les étudiants qui s'engagent, il y a vraiment cette part et cette envie d'apporter quelque chose à l'entreprise, de sa formation, puisque les formations évoluent avec le temps, et encore heureux d'ailleurs. Et cette jeunesse va permettre vraiment d'apporter un souffle nouveau. Et en cette période de réorganisation, pour beaucoup, pour ne pas dire tout le monde, il va falloir veiller à l'employabilité de la jeunesse, puisque on n'a pas parlé d'ailleurs du taux de chômage des 15-25 ans, qui est de 20% en France, ce qui est énorme. Alors effectivement, il y a ce système social qui est peut-être défaillant aujourd'hui en France. Il y a aussi peut-être certaines personnes qui ne veulent tout simplement pas travailler, mais il y a malgré tout une majorité de personnes, les diplômés de Bac+3, Bac+5, sortant de BTS, d'écoles, qui ont vraiment à cœur de trouver un emploi dans lequel ils s'épanouissent. Donc il faudra simplement, je l'espère, veiller d'une part
à l'accessibilité des postes, avec une diversification des profils. Une QVT peut être revue. Des aides, un accompagnement particulier pour la mobilité, par exemple, et une inclusion totale de la jeunesse, puisque qu'on ait 25 ans, qu'on ait 30 ans, 35, 40, 50 ans, nous avons tous notre individualité propre, mais pour autant, on n'est pas moins bon quand on a 25 ans, on a juste une perception différente. Voilà, je voulais tout simplement finir là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux, merci pour votre regard, pour votre retour sur cette journée. C'était donc Ambre Adamiac et Père Benoît Allais. Merci beaucoup à tous les deux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la future CCI unique de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Future parce qu'elle n'existe pas encore. Alors, vous savez, CCI, ça signifie Chambre de commerce et d'industrie. À quoi ça sert ? C'est comme une boîte à outils. Un outil pour les entreprises qui veulent démarrer, sécuriser ou booster leur activité. Un outil pour les collectivités qui cherchent des ressources pour leur politique de développement économique. Et un outil pour les gens qui ont besoin de se former ou s'informer. Tout ça dans un établissement public géré par des chefs d'entreprise élus. Enfin bref, actuellement il y a une CCI en Côte d'Or et une autre en Saône-et-Loire. Chacun chez soi et les vaches sont emmerdées. Mais depuis quelques années, ces deux CCI ont beaucoup travaillé ensemble et elles ont décidé de se réunir pour gagner en performance. Alors, au 1er janvier 2022, elles ne feront plus qu'une seule et même CCI. Elle s'appellera CCI Métropole de Bourgogne. Cette nouvelle CCI sera à la fois disponible en ligne et accessible partout sur le territoire, avec des services implantés à Montbard, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône, Écuisses, Charolles et Mâcon. On réinvente la CCI au plus près des réalités économiques. Ça, c'est pragmatique. Elle comptera une cinquantaine d'entrepreneurs élus, hommes et femmes, et près de 250 collaborateurs. Elle agira en faveur de 47 000 entreprises du commerce, des services, de l'industrie et de l'hôtellerie-restauration. C'est presque la moitié des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Wow! Et pour que cette nouvelle CCI soit opérationnelle en janvier 2022, les équipes sont actuellement en train de la construire autour de 3 valeurs fondamentales. La qualité du service client, la proximité et l'agilité dans l'action et dans le fonctionnement. Le tout dans un esprit collaboratif. À bientôt pour plus d'infos. Xavier Mirepoix, bonjour. Est-il besoin de rappeler que tu es le président de la CCI Côte d'Or Dijon Métropole ? Il est très sympa, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il est très sympa et très original ce clip. Quelle était son ambition ? Je suis très content que tu le trouves très original. Je ne suis pas sûr qu'il marche ton... Vous l'entendez, Xavier ? Hop, voilà, là ça ira mieux. Oui, excuse-moi. Oui, je suis très content que tu le trouves réussi, que tout le monde le trouve réussi. Effectivement, on a créé 6 films, petits films, avec des thématiques ciblées pour présenter cette nouvelle CCI, qui s'adressera aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux élus et aux particuliers. Et donc, ces petits films, effectivement, qui sont ludiques, incitatifs, j'allais dire pédagogiques, seront un peu, je souhaiterais qu'elles soient le reflet de ce que sera cette future chambre de commerce, légère et sans lourdeur administrative. Donc la CCI Métropole de Bourgogne, ce sera son nom, la fusion entre voilà. CCI Côte d'Or et CCI Saône-et-Loire. Tout à fait. On l'a bien compris. Quel était l'objectif de ce rapprochement ? À l'origine, si tu veux, et c'est très clair, je ne vais pas rappeler les mutualisations et les mises à la diète des chambres de commerce à partir de 2011-2012. Ça nous a permis de nous rapprocher entre CCI, de mutualiser des fonctions. On a commencé par le port de Pagny, qui est passé sous l'égide de la CCI 71. Et ensuite, on a mutualisé la formation, la création d'entreprises, la communication. Et après, avec mon homologue qui est président de la Saône-et-Loire, on a pensé qu'il fallait aller un petit peu plus loin, que ça avait du sens. Et donc, de se regrouper dans une seule CCI, toujours avec l'idée de la mutualisation et de l'économie, mais surtout avec l'idée d'être plus efficace et efficient sur le territoire. Donc on est dans une continuité de l'action qui est menée depuis un certain nombre d'années. Si on devait retenir ou définir 3 mots qui caractérisent cette nouvelle CCI. C'était dit dans le film, enfin le premier mot que je retiens, c'est le mot agilité, mais là je rejoins un petit peu ce qu'on entend dans toutes les entreprises, réactivité par rapport à un mode qui bouge. Donc on n'a pas le choix, on doit être au plus proche de ce que nous demandent
de ce que nous demandent nos clients. Je ne parle plus de ressortissants, je parle de clients. Je parle de proximité aussi. C'est une chambre de commerce qui va être importante, qui va aller de Montbard à Charolles. Donc il y aura des antennes qui seront un petit peu disséminées de façon à être au plus proche des territoires, des collectivités territoriales et tout simplement de nos clients et des entreprises. Alors, tu parles de clients et non plus de ressortissants parce que les recettes fiscales, dans les recettes le budget fiscales, de cette nouvelle les recettes CCI, fiscales, c'est on une a petite partie seulement du budget. Voilà, donc oui, très simplement, la nouvelle CCO a un budget de 30 millions d'euros avec 250 salariés, avec une recette fiscale de 5 millions d'euros. Pour mémoire, quand je suis arrivé à la Chambre de commerce en 2013, le cumul CCI 71 et CCI 21, c'était 25 millions. Donc c'est pour vous montrer le travail qui a déjà été fait, tout le travail que nous avons à faire. Et puis je voulais aussi appuyer sur un troisième sujet, la satisfaction du client, l'excellence tout simplement. On existera et on pourra continuer que si on est excellent. Donc agilité, proximité, satisfaction, voilà, pour que les trois mots soient bien précisés. Donc cette CCI Métropole de Bourgogne, elle sera officiellement créée le 1er janvier prochain. Oui, enfin avant, puisqu'en fait les élections vont se dérouler du 27 octobre au 9 novembre, pardon, je n'ai pas les dates exactes. Et en fait, la nouvelle chambre sera mise en place le 29 novembre. Je rappelle tout simplement que ça a été dit, les élus des chambres de commerce sont élus par leurs pairs, c'est-à-dire par les chefs d'entreprise. Il y en a 48 000. Et là, je voulais passer deux messages, un message technique en disant que ce sera un vote par Internet. Voilà, ouais, tout par à fait. Internet. Donc, il sera beaucoup plus facile. Et le deuxième message que je voudrais passer, c'est qu'il faut que tous les chefs d'entreprise se motivent pour voter. On râle suffisamment tous en disant qu'il y a un manque de participation pour les élections nationales, régionales ou départementales. Il faut vraiment qu'on montre l'exemple. On ne sera crédible que si on est nombreux. Alors, je m'adresse à vous. Je pourrais prendre une image que j'aime bien, qui est une image où on voit un grognard dire « L'empereur a besoin de toi ». Pour sa grande armée, n'y voyez pas un message subliminal, simplement une figure de style. Là, je m'adresse à vous en disant, vous, chefs d'entreprise, s'il vous plaît, allez voter, on n'en sera que plus crédible. Voilà, et répercuter le message dans vos fédérations et auprès de tout le monde. Alors ces élections, tu en parles d'autant plus librement que tu ne te représentes pas. Je peux en parler d'autant plus librement que je ne me représente pas. Je termine mon mandat avec le sentiment d'avoir fait mon boulot en toute humilité, d'avoir accompli un bout de travail. On a bien œuvré et je voudrais en profiter ici pour remercier aussi, parce qu'il y en a qui sont présents dans la salle, certains élus, pas tous, et tous les permanents. Il y en a ici qui ont énormément travaillé pour le regroupement de cette fusion. Je voudrais dire aussi une chose, je voudrais remercier, remercier David, les syndicats patronaux qui ont eu l'intelligence, c'est vrai, de se regrouper pour faire une seule liste. Ça n'a pas été simple, pour qu'on soit exemplaire, je dis bien le mot, et une seule liste avec, donc, qui va être présenté le 29 novembre. On parle d'un candidat à tête de liste. Je ne veux pas donner son nom, je n'ai pas le donné aujourd'hui. Je le connais. C'est un type bien. Bon, il a un petit plus pour moi, il est amateur de rugby et ça compte énormément, mais c'est totalement subjectif, donc je ne dois pas en tenir compte. C'est une petite devinette pour vous essayer de deviner qui c'est. Oui, c'est une petite piste. Non, mais c'est un type qui est ouvert. Fais attention parce que j'ai réussi à faire dire à Nicolas Isnard ses projets tout à l'heure. Non, mais je n'en dirai pas plus. Non, t'inquiète pas. Il est ouvert. Je pense que ça sera un président qui fera le job. Alors rassurez-vous, il est comme moi, il est truffé de défauts, mais il fera le job et je peux simplement, et terminer mes propos par là en lui souhaitant une grande réussite et surtout une réussite pour cette nouvelle CCI. Et je suis très, très fier d'avoir participé à sa mise en place. Du 27 octobre au 9 novembre, c'est les élections, ça fait presque 2 semaines pour voter en ligne, donc il faut effectivement ne pas manquer ce rendez-vous-là. Et le 29 novembre, la mise en place à la CCI de Dijon, parce que le siège social de cette nouvelle chambre de commerce sera au siège social à Dijon. Voilà. CCI Métropole de Bourgogne, voilà, ce sera le nom de cette nouvelle CCI. Merci pour votre 2 départements. Merci Xavier, merci à toi. Il est une caractéristique presque systématique du code de bonne conduite du dirigeant vaillant. Je parle de cette machine à l'habitude à rétorquer par la positive au « comment ça va ?» C'était mon cas, avant de rejoindre la génération des leaders éveillés. Un programme d'1 an, pensé comme un outil innovant de sensibilisation à l'épuisement et conscientisation des réflexes dynamisants. Des expériences extraordinaires pour écouter son corps, apprendre à se réinventer, construire ensemble.
Des pratiques à la carte mêlées à la puissance des idées collectives et à des introspections guidées. Je ressens désormais ce soulagement libérateur de mieux connaître mes leviers de motivation, mes réactions au stress, mon potentiel influenceur. Des atouts éclairants qui rayonnent sur le bien-être de mes collaborateurs. Comment je vais ? Véridiquement bien. Et vous ? Avec le micro, c'est mieux. Une formation proposée par le MEDEF Côte d'Or, une formation nouvelle et originale. David, pourquoi le MEDEF Côte d'Or a-t-il voulu proposer cette nouvelle offre de formation ? Eh bien, c'est tout simplement, alors je rejoins les propos que j'avais tout à l'heure, un petit peu ce que j'appelle les trous dans la raquette. On en a parlé pour les aides, on en a parlé pour plein de choses. Pendant le confinement, on a été contacté par beaucoup de chefs d'entreprise. Et le chef d'entreprise a l'habitude de former ses collaborateurs, de les mettre en formation avec un programme, avec plein de choses. Et lui-même, souvent, il s'oublie. Et il s'oublie de se former, il s'oublie de faire plein de choses. Il n'a pas le temps, en règle générale. En tout cas, il se dit qu'il n'a pas le temps. Et avec la crise, ça a accentué les déséquilibres. Et beaucoup de chefs d'entreprise sont dans la difficulté aujourd'hui, n'ont pas forcément un rythme de vie, ni des sensations qui sont très bonnes. On ne sait pas encore quels vont être les impacts de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce soit à la fois quand on a été dans une entreprise en difficulté, mais aussi quand on a été dans une entreprise qui a eu beaucoup d'activités, à l'inverse. Et donc la santé du dirigeant est en péril. Comme il n'y a pas de formation qui existe, au niveau du MEDEF Côte d'Or, on s'est dit on va en créer une, en collaboration avec beaucoup d'autres chefs d'entreprise et des spécialistes qui vont nous en parler. Et l'idée était de se dire que la santé de l'entreprise devait devenir finalement un actif immatériel. Parce que sans la santé du chef d'entreprise, il n'y a pas de santé pour l'entreprise elle-même ou pour ses collaborateurs, ses salariés. Donc voilà ce qui nous a guidés, voilà ce qu'on a essayé d'emmener. Et puis finalement, comme un petit peu la conclusion sur ces sujets-là, c'est comment ça va finalement. On se pose cette question naturellement tous les matins, mais est-ce qu'on y répond vraiment ? Les trois animatrices de cette formation sont avec nous. Je vous présente Estelle Huard et Noémie Guérin, qui sont cofondatrices de NOES et qui sont également, par ailleurs, secouristes et formatrices en premier secours à la santé mentale. Et puis Carole Girard, qui est psychologue du travail, coach et fondatrice de CG Conseil. Donc vous animez toutes les trois cette nouvelle formation. Noémie, une question pour toi pour commencer. David disait, voilà, la santé des chefs d'entreprise est en question. On n'a pas forcément les éléments objectifs pour en parler. Quelle est ta perception justement de l'état de santé des chefs d'entreprise aujourd'hui en Côte d'Or ? Eh bien justement, malgré le fait qu'il y ait aujourd'hui 20 millions d'entreprises en Europe, il y a plus de statistiques aujourd'hui sur la santé de la baleine bleue que sur la santé des entrepreneurs. Ça donne un ordre d'idée sur le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est étudié. Nous, les études sur lesquelles on s'est appuyé aujourd'hui, elles datent de 2019, elles sont rares, mais elles révèlent qu'aujourd'hui, 93% des chefs d'entreprise se sentent heureux au travail. Et pourtant, 7 sur 10 se disent très stressés au quotidien. Voilà, quels sont aujourd'hui les différents facteurs de stress ? On en a parlé pendant toute la journée. Ça peut être la surcharge de travail, ça peut être le manque de trésorerie. C'est aussi le manque de visibilité par rapport à l'activité. Et autant dire que la crise du Covid-19 n'a pas amélioré ces 3 facteurs de stress. Aujourd'hui, on peut faire aussi un constat, c'est qu'aujourd'hui, quand un dirigeant a des ennuis de santé, c'est toute l'entreprise qui est impactée. Donc, je résume, on s'éclate, mais on est stressé. Voilà. C'est un peu ça. Je résume. Estelle, cette formation, donc, Génération des leaders éveillés, en quoi consiste-t-elle ? Qu'est-ce que vous y proposez ? Aujourd'hui, c'est vrai que quand on se focus beaucoup, et à juste titre, sur la santé des collaborateurs dans l'entreprise, mais qu'est-ce qui est fait, on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui est fait pour la santé du dirigeant ? David le disait très bien, la santé du dirigeant, quand on y réfléchit bien, est le premier actif immatériel de la société. Donc nous, c'est la question qu'on s'est posée. On s'est posé d'autres questions aussi. Comment les dirigeants dorment-ils ? Comment mangent-ils ? Quels sont les facteurs de stress ? Et puis, en quoi, finalement, entreprendre est bon pour leur santé ? Et donc, du coup, on a créé avec le MEDEF Génération des leaders éveillés, qui est un programme d'1 an, qui s'organise sur 10 sessions, du coaching individuel aussi, et puis où il y a plusieurs formats pédagogiques. L'objectif vraiment de ce programme, c'est de créer de la richesse et de l'apprentissage autour de la santé des dirigeants, sur l'impact que ça peut avoir ensuite sur l'entreprise, en travaillant dans le programme
en équipe, avec du coaching individuel et par rapport à des expériences extraordinaires comme vous avez pu voir à l'écran tout à l'heure. Une sorte d'approche santé 360 finalement. Exactement. C'est un peu l'idée. Une approche innovante en fait de la santé. Carole, qu'est-ce qu'un dirigeant qui va suivre cette formation et qui va devenir donc un leader éveillé peut attendre justement de cette formation? Alors ce qu'il peut attendre, c'est 3 choses. La première, c'est d'aller véridiquement bien. Notre volonté, c'est d'accompagner les dirigeants à prendre soin d'eux, physiquement, mentalement, et à prendre soin de leurs équipes. La deuxième chose, c'est de vivre des expériences parfois inédites, d'expérimenter et de comprendre ce qui est essentiel pour soi, partager avec une communauté de pairs, échanger, apprendre avec le collectif et puis apprendre auprès d'experts. Enfin, la troisième chose, c'est de vous inviter à partager notre ambition, être un leader éveillé, c'est-à-dire être inspirant, équilibré et authentique. Pour conclure, l'entrepreneuriat, se préoccuper de la santé entrepreneuriale, c'est s'inscrire dans une perspective de l'entrepreneuriat durable, et ça, le MEDEF l'a compris. Et en abordant l'entrepreneuriat sous un angle jusque-là pas forcément évoqué, celui de la santé, ce programme montre une image nouvelle du chef d'entreprise. Une image peut-être moins héroïque, mais en tout cas beaucoup plus humaine. Merci beaucoup à toutes les trois. Vous nous avez bien vendu cette formation. On a tous envie d'en savoir un petit peu plus. Il suffit pour ça de se rendre donc auprès du MEDEF, bien entendu, qui pourra vous donner les renseignements, ou de consulter le site internet générationdesleaderséveillés.com. C'est bien ça. Vous aurez toutes les infos. En tout état de cause, Carole, Estelle et Noémie se tiennent à votre disposition pendant le cocktail qui suivra dans quelques minutes pour vous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup à toutes les trois. Voilà, ma mission s'arrête là en ce qui me concerne. J'ai vraiment été ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je me suis bien amusé, j'espère que vous aussi. En tout cas, c'était un vrai plaisir de rencontrer toutes ces personnes, de se rencontrer enfin tous ensemble. Merci David pour ta confiance, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, du coup, c'est le moment de la conclusion. J'espère que vous avez effectivement, comme l'a dit Patrice, passé une excellente journée. En tout cas, elle a été dense, je crois. On a proposé beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. J'imagine qu'elles ont été, j'espère qu'elles ont été productives pour vous. Mais cet événement n'existerait pas sans l'ensemble de nos partenaires. Donc, ils sont tous affichés ici. Vous les voyez de chaque côté de la scène. Je les remercie vraiment chaleureusement parce que ça nous a permis d'organiser, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, cet événement. C'est une formule consacrée. Et nous avions décidé avec l'ensemble de ces partenaires-là, dès le mois d'octobre 2020, de tenir, quoi qu'il arrive, cet événement. On l'avait pensé, du coup, en digital et en présentiel, ce qui a été le cas. On ne savait pas du tout à ce moment-là quelle allait être la proportion de présentiel et de digital. Ce matin encore, c'était un petit peu une inconnue, même si on connaissait un petit peu le nombre de personnes. Donc je peux vous dire maintenant qu'il y a eu 640 personnes en présentiel ici sur le site, et plus de 100 personnes qui étaient connectées pour suivre l'événement. Donc pour une première, lors d'un événement comme celui-ci, finalement, près de 800 personnes qui sont venues et qui ont participé à cet événement, c'est, je pense, un succès, et c'est grâce à vous, grâce à nous, qu'on a réussi ce pari. Enfin, je pense que finalement, on a pris le risque de faire l'événement, donc c'est très entrepreneur de le faire. On a innové avec les différents formats que vous avez vus. On a laissé la place aux jeunes, qu'on a même écoutés. On les a entendus tout à l'heure avec les messages qu'ils ont voulu nous faire passer, et c'est intéressant. Ils ont aussi changé le rapport apprenant avec les quelques-uns d'entre vous qu'ils ont pu guider à la fois sur la marque employeur, si vous avez testé votre marque auprès d'eux, ou alors sur les réseaux sociaux, sur le comment faire. Et puis on a eu quelques personnalités extrêmement inspirantes qui étaient présentes, et je les remercie tous pour ça. Et on se rend compte qu'au final, c'est dans le collectif que tout se fait, c'est ensemble, avec toutes les parties prenantes, que tout se fait. Donc il faut continuer ainsi. Le MEDEF, comme beaucoup d'organisations intermédiaires, les fameux corps intermédiaires, la CCI en faisait partie, avant la pandémie et sous le début de la présidence Macron, ils étaient vraiment vilipendés et pas considérés. Finalement, après cette pandémie, c'est une opportunité de se rendre compte qu'on est renforcé dans nos façons d'être, dans notre collectif et dans l'influence que nous pouvons avoir. Et je pense que ça nous a aussi décomplexés, nous, chefs d'entreprise, sur le fait de s'inviter dans comment participer concrètement à la construction de notre territoire sur un plan qui n'est pas que économique,
puisque l'économie participe au social et participe du coup à la construction globale du territoire et de son avenir. Donc c'est là-dessus qu'on va aller aussi, nous, avec le MEDEF, dans les mois qui viennent. Vous verrez un petit peu l'actualité et tout ce qu'on propose. La formation que vous venez de voir en est une preuve, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis je vais laisser un dernier merci à Patrice Bouillot, qui était là toute la journée. Je te remercie, Patrice, parce que ça a été un marathon pour toi. Tu as eu quelques foulées un peu hésitantes de temps en temps, mais c'est normal, vu le marathon de la journée. Merci à toi, l'animation a été top aussi. Je pense qu'on peut l'applaudir encore. Et du coup, je conclurai en vous donnant rendez-vous évidemment l'année prochaine. Soyez présents au rendez-vous, de plus en plus nombreux, et venez voir au MEDEF y participer, puisque le MEDEF n'est que ce que vous en faites aussi à l'intérieur. Merci à tous. Je vais finir en vous disant qu'il y a quand même un cocktail. Voilà, c'est ce que tu allais me dire. Je te vois arriver en courant. Donc, évidemment, il y a un cocktail, un verre et un peu plus, je pense, il y a des choses à déguster, parce qu'on est en Bourgogne, donc on sait bien vivre. Donc, vous êtes tous invités à venir partager ce cocktail ensemble.